La reine, je me souviens de quoi? De rien. Pourquoi avoir ça sur notre plaque? Quant à moi, il vaudrait mieux avoir l'État du Québec. Mais quand même, toujours est-il que, tout à l'heure, je vous posais la question et je lui ai dit qu'on reviendrait au cours de la tribune téléphonique. Et il y a un gars qui a publié un livre fantastique et qui allait dans le sens de l'espèce de critique que je faisais tout à l'heure. On fête constamment des perdants. Vous allez me dire que les patriotes ont perdu, mais ils nous ont eu au moins un gouvernement demi-responsable. C'est vrai. Mais ça demeure quand même des perdants, des gens qui ont fini au bout d'une corde. Dollard Desormeaux a peut-être empêché l'envahissement de Ville-Marie. Il a été un perdant. Et dans son livre, lui, Échec et mal, Mathieu Robert Sauvé pose un dur constat sur les modèles masculins au Québec et un tour d'horizon des personnages masculins de téléromans et des publicités qui démontrent que nos médias sont peuplés de niais, pas dire de niaiseux, de faibles, d'hypocrites et de violents. Le deuxième chapitre de son livre pose un autre constat encore plus dur. Notre histoire est peuplée de perdants depuis la bataille des plaines d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jacques Parizeau. On a consacré à ces personnes des monuments, des édifices, des journées éponymes. Est-ce parce dépit que le Québec célèbre des perdants? Robert Sauvé, bonjour. Bonjour, M. Pau. Vous n'êtes pas un historien, vous êtes un amant de l'histoire. Vous avez publié justement chez Les Intouchables Échec et mal. Mais vous vous attardez sur les mâles, parce que les femmes ont été des gagnantes. Mère Diouville était une gagnante, Marguerite Bourgeois, Madeleine de Verchères, ça, c'était des gagnantes. C'est-à-dire que moi, je suis parti d'un constat contemporain, c'est-à-dire j'étais intéressé par cette question de la condition masculine, le malaise des hommes aujourd'hui. On parle beaucoup de décrochage scolaire, de toxicomanie, suicide, etc. Et au cours de mon entretien avec un type qui s'intéresse à la réinsertion sociale des jeunes de la rue, il me disait, j'ai beaucoup de difficultés à donner de l'espoir aux jeunes garçons que j'essaie de raccrocher à la vie en société. Je leur demande à quoi ils veulent ressembler. Et ces jeunes-là n'ont absolument aucun nom à donner. Des modèles masculins positifs, très forts, sont rares, sinon inexistants. Puis il dit, tu peux remonter loin, là. Tu peux remonter... Bon, aujourd'hui, qui a envie de s'identifier à Jean Charest, à Paul Martin, tous ces gens-là? Enfin, on est plus rempli de cynisme quand on pense à eux. On peut rajouter là-dessus les hommes de la commission Gomery, etc. Mais donc, il dit, c'est pas d'hier, ça, parce que nos grands hommes ont perdu leur grande bataille. Tu prends René Lévesque, Jacques Parizeau, tu peux remonter jusqu'aux rébellions, des patriotes. Des grandes batailles ont été perdues. La conquête. Même dans le sport, Maurice Richard. Il y a eu il y a eu quelques héros dans notre histoire. Malheureusement, ça vient pas à l'esprit des jeunes garçons d'aujourd'hui, pour parler que des garçons, parce que, puis c'est un peu déplorable, parce que quand on veut donner l'espoir aux gens en disant, cette société-là, il faut y croire, il faut embarquer dedans, puis que les jeunes n'ont pas de nom à donner, pas d'image de réussite, c'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bons hommes, de personnes qui ont réussi des choses fantastiques, notamment en affaires. Il y a quand même des noms importants, là, de Jean Coutu à Pierre Péladeau, des gens qui ont construit des boîtes, des entreprises très prospères, etc. Mais on en entend assez peu parler. On entend plutôt, justement, parler des gens qui ont échoué leurs grandes entreprises. C'est donc vrai. Mais vous attardez, au-delà de l'histoire aussi de Montcalm en passant par Papineau jusqu'à Lévesque et Parizeau, sur le phénomène de notre littérature. Elle est trop misérabilisme, elle rend hommage toujours à la misère. C'est étrange, ça, parce que, oui, mon livre commence, la première partie est une analyse du personnage masculin le plus souvent retrouvé dans notre littérature, dans notre cinématographie, dans les téléromans, et jusqu'à la publicité maintenant, où on voit apparaître des hommes tout à fait pitoyables, qui sont pas capables de se prendre en main, qui se font verser une bière sur la tête. Bon, alors, oui, je trouve ça assez étrange que quand nos créateurs imaginent des histoires de fiction, ils soient jamais capables de présenter un seul héros. Un spécialiste du cinéma québécois me disait, Marcel Jean, il me disait, c'est impossible pour un scénariste au Québec de s'asseoir devant son ordinateur et de dire, bon, je vais écrire une histoire d'un héros. Un gagnant. C'est impossible. Il dit, il partirait à rire avant d'écrire la première phrase, puis de toute façon, ça ne collerait pas à notre réalité, puis ça serait pas financé par Téléfilm, ça serait trop invraisemblable. Aussi étrange que ça puisse paraître. Puis il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont dit, après avoir lu mon livre, c'est curieux, j'étais en train d'écrire un roman d'un gars qui se faisait larguer par sa blonde, puis qui était
était dépressif, qui était un petit peu alcoolique, c'est bas, puis qui trouvait que la vie valait pas trop la peine d'être vécue. Puis je me rends compte que je suis en train de faire un roman assez stéréotypé, alors je pense que je vais laisser tomber ce projet-là. On dirait que c'est en nous, quand on veut présenter une histoire, on présente automatiquement des hommes perdants, des hommes tristes, déprimés. C'est triste à entendre, mais c'est une triste réalité. Ouais, nous sommes donc une nation grise. Ben, c'est-à-dire que ce que je dis là, moi, j'ai voulu explorer cette piste du modèle masculin. On entend souvent dire les jeunes n'ont pas de modèle. Alors, j'ai voulu suivre cette piste-là au maximum, parce que, à mon avis, ça n'avait jamais été fait. On a fait plein de livres sur la pop psycho, les hommes, prenez-vous en main, je sais pas quoi. Mais cette question des modèles n'avait jamais été faite. Et par contre, la troisième partie de mon livre porte sur la typologie, une typologie d'hommes québécois, du Peter Pan au traître, au vire-capot, tout ça. Et il y a quand même un type d'homme qui est très positif, qui est l'homme nouveau, ce que j'appelle l'homme nouveau. Un homme qui, à la fois, est très proche de ses enfants, qui a un rapport très égalitaire avec sa conjointe et qui a une carrière solide. On en voit beaucoup en sciences. Moi, je travaille dans une université, donc je vois beaucoup de jeunes qui sont allés étudier à l'étranger, sont allés faire un doctorat à Chicago, un post-doc en Angleterre, sont revenus, on leur a offert une chaire de recherche. Ils font des travaux extrêmement intéressants. Ça peut être en biochimie, en mathématiques pure, je ne sais quoi, en chimie. Et ils parcourent les grands congrès internationaux, ils sont invités et ils ont dépassé ce côté tout à fait loser des Québécois parce que ils ont fait table rase de cette... individualiste. Ce ne sont pas des symboles collectivistes. En fait, ce sont des gens dont on n'entend pas parler. Ouais. Et moi, le prototype de l'homme nouveau, c'était c'est un bel exemple de ce nouvel homme, c'est les jeunes chefs d'orchestre. Il y a plusieurs jeunes chefs d'orchestre qui n'ont pas 45 ans au Québec, puis qui font des concerts devant des grandes scènes ici au Québec, mais aussi à New York, à Londres. Je pense à Jacques Lacombe, à Yannick Nézet-Séguin. Ces gens-là, on n'avait pas de modèle derrière eux. On peut pas dire qu'ils se sont inspirés de grands chefs d'orchestre québécois, parce qu'il n'y en a à peu près pas eu, à part Wilfrid Pelletier peut-être. Mais donc, c'est la preuve qu'au Québec, on est quand même une terre fertile pour les gens qui veulent réussir des grandes choses. Et je vous parlais des jeunes chercheurs scientifiques. Ce sont des gens dont on n'entend jamais parler dans les médias. Il faut aller à leur rencontre parce qu'ils travaillent un petit peu chacun de leur côté et ils pètent pas de brou, si vous me permettez l'expression. Ouais. Donc, ça existe des hommes qui réussissent bien puis qui ont redéfini un petit peu des nouveaux rapports avec leurs conjointes, avec leurs enfants aussi. Moi, j'ai 2 enfants et je me considère un père très présent, beaucoup plus présent que les pères des générations passées. Et pour moi, c'est une richesse. Mais comment expliquez-vous qu'on fête des perdants? Dollars des Ormeaux, les Patriotes. C'est sûr qu'on a eu quelque chose grâce aux Patriotes, puis on a eu quelque chose grâce à Dollars des Ormeaux aussi, on est encore là, mais ce sont des perdants. On a l'histoire qu'on a. Je crois qu'on a une histoire assez peu glorieuse. C'est vrai qu'on a survécu et c'est une grande victoire d'avoir survécu de parler français aujourd'hui devant ce micro parce que n'eût été peu de choses, on aurait pu être totalement assimilé. Donc, le fait d'avoir survécu, c'est déjà bien, sauf que les grandes victoires sont assez rares dans notre histoire. Si on parle de la défaite des plaines d'Abraham, après ça, la chute des Patriotes, ils ont fini, comme vous disiez tout à l'heure, au bout d'une corde. Quand on parle des 2 référendums perdus, des crises de la conscription, qui sont des événements historiques lamentables pour le Canada français. Et donc, pourquoi on ne célèbre que des perdants, ma foi? C'est parce que peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de gagnants. Cela dit, moi, je trouve ça important de célébrer la fête des Patriotes, beaucoup plus que la fête de la Reine, quant à moi. Et c'est important parce que ça nous rappelle qu'on a un passé. Mais on a M. Sauvé, on a des gagnants chez les femmes. On pourrait faire de Mère Diouville, c'est vrai qu'on est anti-religieux, mais socialement, c'est une femme extraordinaire. Marguerite Bourgeois, une bâtisseuse. Jeanne Mance. Et pourtant, on a des femmes gagnantes. Madeleine de Verchères, j'en oublie, là. On dirait que c'est plus positif du côté de la femme. Oui, quand Léger Marketing a demandé aux Québécois qui ils admiraient le plus, c'était un sondage en novembre dernier, sur 10
personnes, il y avait 6 femmes. Et sur les hommes, la moitié était décédée depuis longtemps. Je pense à Maurice Richard ou à René Lévesque, tandis que les femmes étaient vivantes. On admire Jeannette Bertrand, on admire Chantal Petitclerc, on admire Céline Dion. Donc, des femmes qui sont toujours de notre monde et qui font des choses que les gens trouvent admirables. On dirait que, cette question-là des femmes par rapport à l'histoire est intéressante parce que je constate, à force d'avoir réfléchi à ça, que les femmes ont toujours, dans un certain sens, dominé leur environnement immédiat. Là. Dans la maison, c'était la femme qui menait. Alors, l'homme, lui, longtemps, allait à l'extérieur pour être bûcheron, après ça, être ouvrier, prolétaire. Donc, il se faisait exploiter quand il allait sur le marché du travail. Il rentrait chez lui, puis il se faisait un petit peu dominer par sa femme. Donc, peut-être que ce côté-là, un petit peu, ce complexe d'infériorité des hommes vient peut-être en partie de là. Cela dit, on a l'impression que les femmes, quand le marché du travail s'est ouvert pour elles, elles ont continué à avoir cette attitude très sûre d'elles. On dirait que les femmes ne manquent pas de confiance, sauf exception, bien entendu. Ouais. Mais donc, quand le marché du travail s'est ouvert à elles, à la suite du mouvement des femmes, on dirait qu'elles n'ont fait que prendre leur envol et avoir cette attitude tout à fait relaxe et pleine de confiance que les hommes ne partagent pas. Le ministère manque beaucoup. Gardien gagnant, c'est Pierre Lemoyne d'Iberville, n'a jamais perdu. Personne ne sait ça à l'école. Non. Vous demandez aux petits à quelle école vas-tu jouer à l'école, Pierre Lemoyne d'Iberville, c'est qui? Je ne sais pas. Tu vas à l'école Félix Leclerc, ils ne savent pas. Oui, c'est ça, ils pensent à un centre commercial. Alors, est-ce que le ministère n'a pas été beaucoup et en grande partie responsable aussi depuis qu'on a foutu dehors les religieux, puisque les religieux se faisaient un devoir de nous faire connaître en tout cas quelques héros de notre histoire? Moi, je pense que je mettrais plus la faute sur les professeurs d'histoire que sur le ministère de l'Éducation. Parce que j'ai l'impression que les programmes présentent des grandes lignes de ce qu'on doit apprendre aux jeunes, mais c'est d'abord et avant tout l'initiative personnelle qui fait en sorte qu'un cours d'histoire est intéressant ou il ne l'est pas. Voilà. Moi, j'ai eu des profs d'histoire qui étaient assez pitoyables et j'ai donc pas retenu de grandes choses de mes cours d'histoire. Et aujourd'hui, on voit des fois des profs d'histoire qui prennent ça à cœur. Ils lisent des livres, ils sont passionnés par ce qu'ils enseignent. Il y en a d'autres qui le font parce qu'il faut travailler, puis faire ça ou autre chose. Puis ils deviennent profs parce qu'il y a beaucoup de congés d'été, congés à Noël, etc. Je suis un peu cynique, bien entendu, mais moi, je pense que la culture historique, ça vient d'abord des gens. Il faut que les gens s'intéressent à cela pour pouvoir le partager avec leurs élèves, leurs étudiants. Et ça, moi, je pense qu'on peut toujours chipoter sur le fait que le ministère, a aboli des cours d'histoire. C'est vrai que c'était pas une très bonne chose. Je me souviens du rapport de Jacques Lacourcière là-dessus, il y a quelques années, où il disait que l'enseignement de l'histoire était rempli de lacunes et de manques. Bon, je crois que c'est très important de travailler là-dessus. Cela dit, si quelqu'un, devant sa classe, a le feu sacré, je veux dire, il va transmettre ce savoir-là. Qui est votre héros, mesdames, messieurs, et êtes-vous d'accord avec cette thèse, enfin, où je l'exprimais tout à l'heure, et mon invité Robert Sauvé aussi, auteur d'un livre qui s'appelle « Échec et mal » aux éditions Intouchables, que nous sommes, où nous célébrons beaucoup trop de perdants, qu'on parte de Montcalm vaincu, à Papineau contraint l'exil, à René Lévesque poussé à la démission, à Jacques Parizeau qui a déjà abdiqué, et ces échecs ont peut-être marqué notre imaginaire, notre cinéma, notre dramaturgie, notre littérature, nos téléromans qui abondent d'hommes faibles, souvent voire fourbes, hypocrites ou violents. La publicité québécoise met-elle elle-même en scène des mâles pitoyables ou niaiseux, ce qui, en tout cas, nous étonne même plus de nos jours. Alors, avons-nous des héros en cette journée où nous célébrons justement les patriotes, qui sont des perdants, mais ça a été quand même des gens remarquables, ou Dollard des Ormeaux, qu'on a badigeonné, qui a été un être exceptionnel, ou la reine Victoria. Donc, fête de Dollard ou fête des patriotes, puisque le gouvernement en 2003 a changé cette date pour consacrer les patriotes. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, il s'agit de personnages qui ont fait l'histoire en tant que perdants. Pourquoi le Québec est-il marqué de modèles masculins
dont le destin a rimé avec la défaite. Et mon invité, l'auteur de Échec et mal, qui est Mathieu Robert Sauvé, s'est penché là-dessus dans un ouvrage publié aux Intouchables. Alors, Carl Pense. Bonjour, M. Carl. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour aux deux. Oui. Moi, dans les héros vivants, dans les personnes que j'admets, il y avait M. Parizeau, malgré qu'est-ce qu'il y a eu la défaite de 95. Il a osé dire tout haut, qu'est-ce que le monde pense à tout beau, que les votes techniques puis l'argent, c'est ça qui avait permis au référendum de gagner. Ça, c'est de la petite histoire, ça. Oui, mais ça rien. Il a quand même su de le sortir. Les votes ethniques, bon, on a fait rentrer des... Alors, OK, oui, ça, je sais tout ça. Puis on a consacré les Canadiens 20 minutes, en autant qu'ils nous disent que Giovanni Caboto va découvrir le Canada. Mais Parizeau, OK, bien éphémère. Mais comment expliquer, comme M. Sauvé, mon invité, le démontre, qu'on célèbre que des perdants? Oui, mais moi, je dis, depuis la conquête, quand on a perdu nos élites, qui ont rentré en France par la suite, ici, c'était juste le petit peuple, les serviteurs qui ont resté. En fin de compte, ceux qui nous venaient, qu'on pouvait dire des chefs, sont tous partis. Puis le conquérant, lui, il nous a mis dans la tête qu'on était des serviteurs, qu'on était à leur service. C'est là que s'est développé un sentiment d'infériorité. Oui. C'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Alors, Robert Sauvé, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? C'est intéressant. J'ai parlé récemment avec Pierre Falardeau de cette question-là, puis il disait partout où il y a eu des peuples colonisés, les hommes sont des hommes dominés. C'est très évident, même plusieurs générations après la fin de la colonisation. Donc, pour lui, ça s'explique, là, l'espèce de caractère, ce complexe d'infériorité des hommes, ça viendrait de cette colonisation-là d'un peuple extérieur, d'une armée plutôt, qui dit, bon, ben désormais, là, on enlève votre drapeau français, puis on met notre drapeau britannique. Vous n'avez à peu près pas un mot à dire. Vous n'avez qu'à vous soumettre à cette nouvelle domination. Alors, c'est intéressant. Moi, Oui, mais l'Église va développer des élites. Ouais. L'Église a lutté contre ça, sauf qu'il reste qu'il y aurait eu une espèce de ferment de semences plantées dans l'esprit des mâles, puis qui subsisteraient jusqu'à aujourd'hui, qui dit, messieurs, vous ne serez toujours que des dominés. Alors bon, est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, les jeunes qui décrochent de l'école secondaire aient ces stigmates-là des siècles passés, alors qu'ils justement ne connaissent pas l'histoire, comme vous disiez plus tôt? Ben, moi, c'est un petit peu ce que je pense. Comment se fait que les Irlandais ne connaissent pas ça et pourtant ils ont le derrière botté? Pourquoi les Polonais qui sont fait botter par les Russes et les Allemands? Ben, ils ont peut-être eu justement des leaders qui se sont pris en main. Monsieur Carl donnait l'exemple de Parizeau. Parizeau, je pense qu'il y a eu un parcours assez remarquable. C'est un homme qui a dit à un moment donné, bon, il y aura un référendum sur l'avenir du Québec, et il l'a tenu. Et presque à la toute fin, il avait un parcours d'homme qui se tenait debout, qui allait jusqu'au bout de ses idées. Malheureusement, il a craché dans la soupe. Et qu'est-ce que les historiens retiennent de Parizeau? Parlez-en à n'importe qui sur la rue, vous allez voir, les gens retiennent les votes ethniques. C'est pas les problèmes d'espèce bon, enfin, il dit que l'avenir lui a donné raison parce que les commandites de la commission Gomery ont démontré que l'argent avait eu un rôle à jouer dans la défaite référendaire. Mais peu importe tout ça, Parizeau savait très bien qu'en déclarant à moitié sous le soir de la défaite référendaire que c'était à cause de l'argent et des votes ethniques, et il s'est tiré lui-même dans le pied. Il a nui à sa propre réputation tout en nuisant à plusieurs générations de militants. Montrant qu'il était un perdant. Un peu, ouais. Monsieur Carl, je vais passer le plus de monde possible. On n'a jamais été aussi chargé. Monsieur Perrault, avant de partir, rapidement. Est-ce que c'était Montcalm qui a battu Washington? Il y a eu un combat avec Washington? Non, c'est Duluth qui en a fait un prisonnier d'ailleurs. Oui. Et qui, dans une échauffourée là, à la hauteur de Détroit, de Duluth, de la ville de Duluth. OK. C'est lui qui a battu... C'était un Canadien français? C'était un Français. Un Français? Oui. OK. Et Montcalm a battu les troupes américano-britanniques à Ticonderoga, c'est-à-dire au lac Saint-Sacrement, qui est devenu le lac George aujourd'hui. Oui. Il y a eu une bataille épique, 1756, et par la suite, on a perdu ses plaines d'Abraham. Mais c'était pas lui personnellement avec Washington. Excusez-moi? C'était pas lui personnellement avec Washington. Non, c'est Duluth. Duluth, OK. Merci beaucoup, Carl. Bonjour. Francine, bonjour, Francine.
M. Proulx, vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Moi, je ne fais pas grand-chose aujourd'hui. Pourquoi? Je ne fais pas grand-chose. C'était le lavage? Peut-être, justement, moi, j'ai pas la connaissance des deux précédents messieurs, mais je suis une passionnée d'histoire aussi. Par contre, vous savez, aujourd'hui, tous les jeunes sont en congé, mais je suis tellement d'accord avec ce que vous avez dit sans trop savoir pourquoi. Tu sais, Dollard, on sait même pas c'est qui, on savait même pas de toute façon c'était pourquoi on fêtait Victoria après Mabar, qui est-ce que c'était cette grande dame-là. Fait que c'est sûr que c'est ça qui manque, hein, c'est les adultes qui amènent pas l'histoire. Poutine, c'est pas juste un mets, là, québécois, c'est autant au municipal, au fédéral, au provincial. C'est sûr que quand on Mais leur... comment expliquer qu'on fête des perdants? Ça, c'est un peu typiquement québécois, malheureusement. Tu sais, des fois, vous êtes blâmés de parler des Québécois comme ça, mais je partage votre opinion parce qu'on me dit, qu'est-ce que tu fous? Mais alors, avez-vous un héros dans vos souvenirs, vous, Francine? Moi, j'en ai un, puis c'est sûr que... Une? Non, c'est pas un nom connu. Je suis de descendance très proche irlandaise. C'est mon grand-père qui est arrivé sur cette terre avec beaucoup de gratitude au peuple québécois. Et ça m'amène à vous dire que dans le film Les Patriotes, quand l'Irlandais dit aux Patriotes, vous n'aurez jamais votre liberté, vous n'avez pas assez de haine. Le mot haine est peut-être gros, mais je veux dire... De combativité, en fait. En plein ça, parce que Collins, en Irlande, s'était battu, en perdu sa vie. C'est sûr que la mentalité irlandaise, je l'apprécie parce que c'est des belles valeurs. Oui, madame, vous avez raison d'en être fière. Et cette ténacité est extraordinaire. Et j'aurais le goût de vous dire, puis je ne veux pas dire des gros mots, mais j'ai un ami qui dit souvent que le patois des Québécois n'est pas « je m'en souviens », c'est « je m'en calisse ». Je me c'est souviens dommage, mais en tout cas, j'espère qu'on va... C'est triste à dire, mais il y a beaucoup de réalité dans ce que vous avez affirmé. Merci beaucoup, Francine. On dit juste une dernière chose. On crie tout le temps, M. Proulx, la part du peuple, là. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas c'est qui Dollard. On ne sait même pas c'est qui Papineau, Delorimier, toute cette gang-là. On ne le sait même pas. Madame, une jeune fille me disait, diplômée avec son baccalauréat. Il y a eu un gros accident sur l'autoroute Jean Lesage. Je lui ai demandé c'est qui, Jean Lesage. Elle m'a dit c'est une autoroute. C'est un pont. Voilà. Merci beaucoup, Francine. Au revoir. Eh bien, mon invité est Mathieu Robert Sauvé, auteur d'un livre intéressant qui s'appelle Échec et mal, publié aux Intouchables, et où il démontre on a tendance à toujours glorifier nos perdants. Pourquoi? Denise est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Oui. Écoutez, mon héros, vous allez être déçu, c'est René Lévesque. J'ai beaucoup voyagé et à chaque fois que vous visitez un endroit, on vous montre le libérateur. Et quand vous avez vu Lévesque, et c'est comme s'il allumait une lumière. Et je pense que Lévesque va devenir un héros c'est-à-dire qu'il est dans la mémoire collective des Québécois. Mais quand il va avoir une autre personne qui va émerger avec tout ce qu'il a, eh bien, il va reprendre. C'est comme si le fil, moi, je suis convaincue qu'il a laissé des choses extrêmement importantes et pour moi, c'est un héros. C'est beau ce que vous dites là, madame. Je demande à mon invité, Robert Sauvé. René est un perdant, mais peut-être un précurseur si son idéal se réalise. C'est un peu ça qu'elle dit, madame. Moi, je suis pas du tout déçu d'entendre madame dire que René Lévesque est son héros. René Lévesque, il a été un homme politique extraordinaire dont on continue de profiter de l'héritage. Hein? La loi sur le financement des partis politiques, notamment, c'est lui. Sous son premier mandat, il a fait des choses remarquables qui sont encore tout à fait valables aujourd'hui. Le problème, moi, ce que j'ai analysé dans l'histoire de René Lévesque, c'est qu'aussitôt vers la fin de sa carrière, ce sont ses propres frères d'armes qui l'ont lapidé en quelque sorte symboliquement, et on l'a renié, et il a connu un revers de fortune. Vraiment, à la fin de sa carrière, c'est pitoyable. Alors, c'est comme si, pour une fois qu'on avait un homme qui, justement, avait des qualités d'intégrité, d'honnêteté, de leadership, aussitôt qu'il a eu un faux pas, là, on s'est mis à fesser dessus jusqu'à temps qu'il ne s'en relève pas. René Lévesque est mort amer. Alors, moi, je présente René Lévesque évidemment comme quelqu'un qui a perdu sa grande bataille, c'est-à-dire le référendum de 80, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais qui était quand même un grand démocrate, quelqu'un qui a fait des choses remarquables pour le Québec. Le Québec a beaucoup bénéficié de son passage en politique. Donc, moi, non, je suis pas du tout déçu quand vous me dites que vous admirez René Lévesque. Moi, je pense que c'est très important qu'on admire des gens qui ont marqué notre histoire,
votre avis est différent du mien. Je suis sûr que Gilles Proulx a des héros. Il nous a parlé de M. d'Iberville, Pierre Lemoine d'Iberville. Une autre personne, ça va être justement Marguerite Bourgeois. Et bravo, moi je dis, c'est formidable. Ressortons. Ça montre un intérêt. Ça montre un intérêt. Et on peut ne pas être d'accord sur tout. Ouais. Mais c'est intéressant de parler d'autre chose que de notre grande défaite, justement. Denise, merci beaucoup. Je suis bousculé. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, qui est votre héros? On fête Dollard, l'a pas nommé. On fête les Patriotes. On ne les a pas nommés non plus. On fête la Reine. On ne l'a pas nommé. Alors, mon invité est Robert Sauvé, qui a écrit un livre, Échec et mal, et il nous parle justement de ces perdants qu'on a tendance à célébrer. Aujourd'hui, Dollard des Ormeaux, un perdant. Les Patriotes, des perdants. Il y a Yvan Lévesque qui m'envoie un petit commentaire, et lui, il dit quand même que ce sont les Patriotes. Et il félicite Denise Bombardier, qui en a eu tellement long à dire au sujet des hommes mous. On n'aurait pas fini, ça prendrait une brique. Jean Chouinard, lui, c'est Roméo Dallaire, son héros, parce qu'il était un soldat qui a participé à la libération de la Hollande. De façon de voir. J'ai M. Gilles ici. Bonjour, Gilles. Bonjour, M. Proulx. Oui. D'après ce que je vois, vous avez appris la même histoire que moi en ce qui est de Dollard des Ormeaux. Maintenant, moi, je parle avec un ami indien qui me dit c'est tout à fait l'inverse. Dollard des Ormeaux n'était pas parti à la rencontre des Indiens pour les empêcher d'attaquer Montréal, mais pour voler les fourrures que les Indiens s'en venaient vendre à Montréal à l'époque de l'année. Alors, c'est tout à fait différent que l'histoire qu'on nous a annoncée. Entre voler les fourrures à l'époque et être que 17 et ériger un petit fort avec une palissade qui traînait, c'était sûrement pas pour aller voler les fourrures, c'était pour se protéger face à une invasion. D'après ce que l'Indien me raconte, c'est... Ah, ben oui, l'Indien, c'est sûr. Un Mohawk qui lui a conté ça. Oui, exactement. Écoutez, tout ce que je peux dire à propos de l'histoire, elle a été déformée, c'est sûr, puis il y a l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Mais, il ne doit pas voir que ceux qui ont écrit l'histoire de la Nouvelle-France, c'était les gens les plus instruits du temps, les jésuites, les sulpiciens, les coureurs des bois, ou ces prêtres qui accompagnaient les coureurs des bois, qui savaient écrire et analyser, voir. Bon, peut-être qu'ils ont mis leur touche de romantisme ou de religiosité dans tout ça, mais en dehors, pour moi, c'était les gens les plus instruits de l'époque. Il faut bien se fier quand même sur des textes de base. Alors, moi, j'en ai pas mal dans le bol de voir tous ces révisionnistes qui, 400 ans ou 300 ans plus tard, nous arrivent et déforment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Sauvé, mais alors, est-ce qu'on n'a pas un peu trop de révisionnistes dans notre histoire qui, d'un coup, surgissent de 300 ans plus tard, puis disent pas comme ça, c'est comme ça. Montcalm, il était sous ses plaines d'Abraham. Et puis, Dollard des Ormeaux, c'est un bum. C'est vite. Il me semble que c'est... En fait, la relecture de l'histoire, c'est quelque chose d'important et quelque chose de constant. La prochaine génération d'historiens va repasser sur les rébellions, avoir une autre lecture. Moi, je pense à Papineau, par exemple. Papineau, c'est un homme qui a eu beaucoup de charisme. C'était peut-être le René Lévesque de l'époque, mais qui, à un moment donné, a vu qu'il dirigeait ce peuple-là peut-être vers l'abattoir. Alors, il a eu un petit peu peur. Alors, il a voulu reculer. Là, c'était trop tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est parti s'exiler aux États-Unis et avec peut-être ça nous a laissé un arrière-goût assez triste justement de cet homme-là qui est allé vivre sous une fausse identité à Albany, puis qui, pendant ce temps-là, ses frères d'armes, justement, on parle de patriotes aujourd'hui, c'est quand même pertinent, ils étaient en train d'essayer de reconstruire une nouvelle rébellion, d'essayer de s'organiser pour reprendre les armes, ce qui est un petit peu fou aussi, mais quand même, on sent que ces gens-là avaient le feu, là. Ils avaient envie d'aller plus loin. Alors, Papineau a eu peur. Papineau, il a eu peur. Il est revenu, il est devenu député derrière-ban. Il était un orateur beaucoup plus mièvre, beaucoup plus tiède que dans ses grandes années. Ce qui l'intéressait... Donc, la révision pourrait peut-être changer. Dans le fond, ça peut être intéressant de repasser sur l'histoire. Évidemment, pas d'une façon malhonnête, là, parce qu'il y a des gens qui ont fait avec l'histoire de tout le legs de Lionel Groulx, par exemple, qui ont fait un révisionnisme qui est un peu ridicule. Puis peut-être que nos nouvelles générations d'historiens vont ressortir Lionel Groulx dans ce qu'il y avait de plus extraordinaire, parce que c'est quand même un penseur intéressant. C'est comme Sir Georges-Étienne Cartier, qu'on en a fait un traître, mais qui nous a quand même eu le Parlement dans lequel le gouvernement
évolue. N'eût été de lui, on n'aurait pas eu un gouvernement provincial. Autre figure ambiguë, Louis H. Lafontaine, nous en avait parlé un petit peu. Gilles, rapidement, avez-vous un héros, nommé-le? Pierre Charles Moine d'Iberville. Ah, je vous félicite. Merci. L'autre également que je dirais, c'est Montcalm pour sa bataille à Carillon, qu'on appelle aujourd'hui Ticonderoga. Exactement. Vous savez qu'ils étaient 3000 Français et 2000 Indiens contre 20 000. Vous avez raison. Et le fort est encore là. Merci beaucoup, Gilles. Au revoir, d'ailleurs. Oui. Merci. On va terminer. C'est Denis, bonjour. Oui, bonjour, M. Brou. Oui. Moi, je vous appelle concernant présentement, je pense qu'un héros, si on le check, puis moi qui connais sa femme, Corinne Côté-Lévesque, M. René Lévesque, pour moi, était mon héros, puis je dis parce que sa façon de vouloir séparer, de devenir un pays, moi, j'ai tout le temps dit que deux têtes vaut mieux qu'une. Oui, mais c'est un perdant pareil, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre. Oui, on fait des perdants. Mais la suite des événements, moi, je considère à dire que, logiquement, si on dit que on check notre endettement... Oui, à checker, on ira pas loin avec le patriotisme, hein? Oui, je le sais, mais je considère à dire que Maurice Duplessis a été un héros. Certainement, quand on sait nuancer, qu'on regarde l'œuvre de Duplessis, elle n'a pas été que catastrophique et chaque homme a son bilan positif et mal vu. Alors, ça dépend de quel côté on se situe. Mais présentement, si on check aussi la motion... avec checker. Qu'est-ce que vous avez à checker, les checker, la checker? T'as appris ça où, ce verbe-là, de checker? Oui, mais checker. La motion de vote qui a été votée, là, présentement... Alors, là, checker vos claques, parce que c'est fini. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Alors, voyez-vous, votre livre correspond bien à une réalité, Robert. C'est que finalement, tous ceux qui sont venus nous vanter tout le monde ont célébré ou enfin ont en cœur des perdants. On est peut-être les légataires de cet héritage-là, mais disons que l'histoire est faite pour être changée. Peut-être qu'il y a des grands hommes qui sont en train de grimper dans l'échelle politique, et puis qu'un jour, on dira non, il y a eu une certaine tradition de perdants jusqu'en 2005. À ce moment-là, est sorti des nouveaux leaders qui voyaient la vie avec optimisme et qui étaient forts et qui sortaient dans la rue avec des idées puissantes et ils avaient le peuple derrière eux. C'est ce que nous verrons et on va voir si l'avenir va vous contredire ou pas. Merci beaucoup, Robert Sauvé. Merci à vous. Qui a écrit un livre, mesdames et messieurs, intéressant. Si vous voulez connaître pourquoi, parfois on est négativiste, on a beaucoup de perdants, on célèbre nos perdants. Ça s'appelle Échec et mal aux éditions Les Intouchables.